voilà, c'est curieux et intéressant de se retrouver comme ça. Je pense qu'il y a pour moi très très peu de temps. Je connaissais un ami, un formateur en PNL, un consultant. J'ai dû regarder ailleurs ou être distrait et je me retrouve face à un auteur à succès. Comme vous n'avez pas de micro, pouvez-vous parler plus fort? Absolument. Voilà, ça va comme ça? Et puis, première question, est-ce que tu veux te présenter? Pas plus. Est-ce que tu veux nous dire 3 mots qui te caractérisent? Si tu veux, ça m'étonne, j'ai toujours du mal à me présenter en fait. Parce que je trouve que c'est dur de se présenter en tant que personne. Parce que quand on se présente, en général, on se présente parce que ce que l'on fait. Alors, évidemment, aucun de nous ne se limite à ce qu'il fait. J'ai toujours du mal à me présenter. Donc, je vais vous dire mon nom, mais vous le connaissez déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, je me consacre à l'écriture. Dans le passé, comme l'a évoqué Anne, j'ai eu un métier qui m'a passionné d'ailleurs en tant que consultant. Que la PNL fait partie de mes premières amours dans le monde des sciences humaines. Je me suis formé à la PNL, j'ai commencé en 93, je crois, sur les noms de repères à l'époque, et que la PNL pour moi a été un point d'entrée dans ce monde des sciences humaines. Ça a aussi été un déclencheur dans ma vie personnelle, de grands changements sur la PNL à ce moment-là. Et j'ai changé de métier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture parce que pour moi, l'écriture est un mode de transmission. Et ce qui me caractérise, si vous voulez quelques mots tout à l'heure, c'est la passion de la transmission, de la retransmission. Je ne suis pas un développeur, j'avance rien. Et j'ai découvert, en découvrant mon premier livre, que l'écriture est un moyen de transfert. Jusqu'à présent, je faisais plutôt la parole. Il y a quelques minutes, on parlait de distinction fine, on parlait de l'innocence, on parlait de la candeur et de la naïveté. Et tu m'as dit, je revendique une certaine forme de naïveté. Oui, en France, on a tendance, alors je généralise, on n'est pas passé en PNL, je généralise, mais on a tendance à être plutôt un peu sceptique, sans doute une croyance derrière, selon laquelle si je suis sceptique, je suis donc intelligent. Donc il y a vraiment ce lien entre le fait d'être dans une attitude un peu critique, voire négative, sceptique, et le fait de se sentir intelligent. Et pour moi, le scepticisme est un frein très important. Super, merci. Oui, ça va être plus agréable. Ok, je suis un peu grippé, donc si je force pas la voix, c'est pas plus mal. Donc oui, je pense que le scepticisme est un frein important à la relation en général. Moi, j'ai parfois le sentiment que nous sommes tous reliés d'une certaine manière. Et donc évidemment, si je commence par douter des paroles de d'autres, par douter des idées de l'autre, je me casse quelque part, je mets un frein, je mets une distance entre moi et l'autre, et je trouve que c'est dommage. Donc c'est vrai que je revendique une certaine naïveté, ce qui m'a d'ailleurs parfois été reproché, je sais, mais je l'assume, parce que je pense que j'ai plus de bénéfices à une certaine candeur que je n'ai de conséquences négatives. Alors on va arriver. Non, tu veux bien être mon moniteur, et si je parle pas assez fort, tu me... impitoyablement. Il faudra un micro, un deuxième micro. Tu ne pourras pas être impitoyable. Alors, puisque le thème c'était le bonheur, on a un peu pensé au bonheur. Moi c'est des questions pour aussi que tu puisses rebondir. Et la première qui m'était arrivée, c'était qu'est-ce que le bonheur? Vaste sujet, mais est-ce que c'est une manière d'être? Est-ce que c'est un faire? Est-ce que c'est un avoir? Est-ce que c'est une intention? Tu le vois comment?
Alors je vois bien évidemment le bonheur comme un état d'être, donc intimement lié à l'être, ce qui n'exclut pas aussi des éléments appartenant au faire. Enfin, évidemment, quand tu dis être, faire et avoir, on pense à trois des niveaux logiques de Robert Dean, c'est bien sûr l'identité, les comportements et l'environnement. Pour ce qui est de l'avoir, dans la mesure où l'avoir, l'environnement, c'est extérieur à nous, j'ai du mal à croire que ça puisse nous apporter quelque chose par rapport à notre bonheur. Moi, je ne pense pas que la possession de quoi que ce soit puisse nous nourrir quelque part. Moi, je ne pense pas. En revanche, concernant le faire, autant je ne pense pas que certaines actions puissent nous rendre heureux, autant je pense que lorsqu'on parvient, et ce n'est pas forcément évident en permanence, mais lorsqu'on parvient à être dans l'être, à ce moment-là, ce que l'on ressent transcende nos actions. Et donc à ce moment-là, on peut ressentir du bonheur à faire, mais le bonheur, je pense, ne viendra pas spécifiquement de l'action que l'on entreprend, mais plutôt de cet état d'être qui est en amont. C'est un peu mon sentiment. Alors ça, c'est un peu une définition positive. Maintenant, on pourrait voir les choses en négatif. Et autant sur l'avoir, par exemple, je pense que un élément environnemental ne peut pas nous rendre heureux, autant peut-être que parfois un environnement peut rendre plus compliqué l'accès au bonheur. Et je crois que ça dépend de chacun d'entre nous. En PNL, on parle beaucoup de tri, de métaprogramme. Moi, par exemple, j'ai un métaprogramme, j'ai un tri-lieu qui est très présent. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que tu viens de me partager ce qui t'avait touché, Oui. c'est que les jolies rues pavées de chez toi allaient être macadamisées et que à te voir, ça te touchait vraiment. Donc oui, le bonheur est aussi dans les lieux. Oui, je confiais à Anne tout à l'heure que moi qui ne suis jamais malade, là, je suis grippé et j'ai fait un lien qui me semble évident avec une réunion organisée par ma mairie il y a 3 jours, où en fait le maire nous a annoncé qu'il allait bétonner une bonne partie de la ville, alors que j'ai la chance de vivre dans une jolie petite ville avec des rues pavées, comme tu le disais, de vieilles maisons, et c'est vrai que ça m'a beaucoup décentré. Alors que bon, ça ne devrait pas dans l'absolu, parce qu'une fois de plus, c'est de l'environnement, c'est extérieur à moi, et je suis convaincu que le bonheur se trouve en soi, mais ça m'a en tout cas suffisamment décentré pour que je puisse développer le premier virus qui passait, en faire une maladie. Donc ceci étant dit, mais oui, donc je vous disais, moi j'ai un tri-lieu qui est assez important, et j'ai vécu une expérience quasi mystique il y a quelques mois, c'était assez rigolo. En fait, c'était à la fête du livre, à la foire du livre de Brive, qui est je crois le plus grand salon en France après Paris. Et donc j'arrive à Brive au mois de novembre, et je prends ma chambre d'hôtel pour déposer mes affaires. Et la chambre d'hôtel, c'est un hôtel qui s'appelle le Quercy, il va être fait, j'entends le dire, l'année prochaine. Alors certes, c'est le plus proche de la foire. Je vais vous décrire la chambre, il y avait une moquette marron, il y avait un papier peint marron et vert sur les murs, et il y avait même du papier peint au plafond, je vous jure que c'est vrai. Quand je suis rentré dans la chambre, tout de suite j'ai senti un cafard monstre. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester là 3 jours, même si c'est que pour les nuits. Et donc ma première réaction était de me dire, je me sentirais mal dans un environnement comme ça, je peux pas. Moi j'ai vraiment un sens du beau, j'apprécie, j'ai besoin, je crois, d'un certain environnement agréable, esthétique. Et donc ma réaction était vraiment négative. Il y avait peut-être aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, une réaction égotique, du genre, moi qui suis un auteur à succès quand même, mon éditeur pourrait me payer un hôtel un peu mieux. Et puis juste après, je crois que c'est cette réaction d'air égotique, dont j'ai eu conscience tout de suite, qui m'a amené à réagir, en me disant, attends, à un moment donné, je sais que le bonheur vient de l'être et pas de l'extérieur. Donc il suffit que je me retrouve dans une vilaine chambre d'hôtel pour que ça m'empêche d'être heureux, il y a un problème quelque part, quoi. Et si en plus je mets mon ego là-dedans, il y a un problème encore plus gros. Et donc, partant de là, je me suis dit, ok, je vais essayer d'être dans ce lieu qui vraiment ne me poussait pas à ça. Et donc j'ai essayé de respirer, de prendre conscience de ma respiration, de mon corps subtil, comme dirait Eckhart Tolle. Et ça a marché en fait. Et j'ai vécu ce qui pour moi était une expérience complètement nouvelle, à savoir que j'ai vécu un ressenti extrêmement positif. Mais vraiment, pendant quelques temps, je crois pouvoir affirmer que j'étais dans l'être, dans ce lieu qui était assez hideux. Et pour moi, c'était une expérience très très forte. Donc, ça va là donc, enfin, si j'entends et je décode ce que tu dis, d'abord c'est rassurant, tu es aussi imparfait que nous.
Et puis donc, c'est ben oui, de temps en temps, tu te prends les pieds dans le tapis, qui est une moquette marron en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'en rends compte. Et qu'à ce moment-là, tu corriges le tir, si je veux dire. Tu te rends compte que tu vas partir dans une dérive égotique, et puis tu fais ce qu'il faut pour te remettre en alignement. Donc ça tendrait à dire que le bonheur n'est pas seulement quelque chose qui vous arrive quand les dieux sont favorables, mais aussi quelque chose vers lequel on peut tendre ou pour lequel on peut activement poser des actes. Ah oui, j'en suis convaincu. Oui, oui, complètement. Même si, par rapport à cette notion d'action ou de proactivité, je suis assez partagé par rapport à ça, parce que si justement on définit, bonjour Jean-Luc, je t'ai pas dit. Si justement on définit que le bonheur est un état, l'état d'être en l'occurrence, à ce moment-là, il n'y a pas d'actions qui peuvent nous permettre d'être. Ce n'est pas un niveau logique du comportement qu'on va décider, on va planifier quelque chose qui va nous permettre d'être. Et en l'occurrence, si on veut être, et être heureux, pour moi ça va de pair, hein, c'est tout de suite, c'est ici et maintenant. C'est un peu antinomique de dire je serai heureux quand je serai. Ben non, je suis. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc justement, le bonheur n'étant pas lié à une action extérieure, le but du jeu, si on voit ça comme un jeu, c'est d'apprendre à être tout de suite, quoi, sans conditionner cet état à des éléments, que ce soit des actions, des possessions, ou je ne sais quoi. Donc notre paradoxe, notre fil du rasoir, ça serait à la fois faire pour être ou devenir, et en même temps être ou devenir tout de suite. C'est ça que tu dis? Oui, en quelque sorte, ouais. Et le fait de rejoindre un état d'être qui justement n'a pas besoin d'action, n'a pas besoin de quoi que ce soit d'ailleurs, parce que rien ne nous empêche d'être, ni nos problèmes, ni quoi que ce soit. À partir du moment où on rejoint cet état, à ce moment-là, nos actions sont lumineuses. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Donc je ne pense pas que le faire nous amène à l'être. Qu'est-ce que c'est qu'une action lumineuse? Eh bien, une action lumineuse, pour moi, c'est une action qui est d'une certaine manière alignée, bon, pour prendre le niveau logique de Diels, c'est-à-dire une action qui permet d'exprimer des compétences, au-delà de ça des valeurs, et puis un certain sens de soi, voire de ce qui nous dépasse, quoi. Contrairement à une action qui serait une action contrainte ou perçue comme telle, et qui ne serait pas lumineuse. Bon, moi je pense que je dis perçue comme telle, parce que je pense que quand on parvient, et c'est, sauf pour les sages, hein, sinon c'est pas un état permanent, c'est difficile en tout cas de garder cet état, mais quand on parvient à rejoindre, même ponctuellement, cet état, et bien à ce moment-là on accepte, bizarrement, beaucoup mieux des actions un peu pénibles et certaines contraintes de la vie, parce qu'on va leur donner un sens différent. Pourquoi? Parce qu'elles vont être perçues par nous comme autant d'éléments qui nous permettent de vivre, finalement, et donc d'être aussi. J'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui dit c'est Dieu ou le divin, l'univers ou plus y affinité, mais bref, qui bat les cartes, mais c'est nous qui jouons. Est-ce que tu fais un lien avec le bonheur et cette phrase? Oui, je me pose beaucoup de questions sur Dieu, tu sais. Écoute, est-ce que Dieu bat les cartes et nous jouons? Je ne sais pas. Alors déjà, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le terme « nous jouons », parce qu'il y a, comment dire, il y a un élément un peu dérisoire par rapport à ça. Et je ne pense pas que la vie soit dérisoire. Je ne pense pas que nos actions soient dérisoires. Et en tout cas, pas si justement on atteint un certain niveau de conscience. Moi, j'ai eu très, très tôt dans ma vie, peut-être à 20 ou 22 ans, je me suis posé des questions assez fortes sur le sens de ma vie. Et en l'occurrence, j'acceptais mal de percevoir ma vie comme une succession de bons moments, où je puisse avoir du plaisir, dans des loisirs. Et le concept même de loisir, très tôt, m'a posé problème. Bon, je me suis inscrit à des loisirs comme tout le monde, j'ai fait de la photo, j'ai fait un certain nombre de choses. Et j'avais vraiment le sentiment d'un passe-temps, d'ailleurs c'est le terme qu'on utilise, et un passe-temps pour moi c'est assez odieux comme terme, parce que ça veut dire que voilà, je suis une pauvre petite chose qui a besoin d'être occupée pour passer le temps. Et moi je me disais, mais la vie a forcément un sens, et ce n'est pas possible que la vie ne serve que à pouvoir se payer un peu de bon temps, sous forme de passe-temps, de loisirs ou autre.
Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec Dieu? Je sais pas. Oui, sans doute. Sans doute. Alors, c'est vrai que derrière, après, il y a toute une philosophie, parce que la façon dont on voit la vie, dont on voit Dieu, dont on voit la mort aussi, donne du sens à la vie. Et d'ailleurs, je pense que, puisqu'on parle de bonheur aujourd'hui, sans doute que pour être vraiment heureux, il faut déjà s'intéresser à la mort, je crois. et donc s'interroger au sens que l'on donne à la mort. Et je pense que lorsqu'on accepte pleinement cette chose, à ce moment-là, on peut vraiment vivre. Et je pense que si on ne se pose pas la question de la mort, ce qui est de plus en plus rare en Occident d'ailleurs, et de plus en plus, moi je sais que quand vous allez dans les petits villages, dans les campagnes, vous voyez que les cimetières sont mieux tenus par exemple qu'en région parisienne, et ils étaient mieux tenus autrefois, parce qu'autrefois toutes les semaines on allait entretenir la tombe des ancêtres, donc il y avait une relation à la mort qui était très différente. Et aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, on est dans le déni de la mort. Et c'est ce qui donne peut-être, à mon avis, ce côté un peu désespéré à certains loisirs ou à certains passe-temps. Parce que finalement, si on ne regarde pas en face la mort qui arrivera un jour, c'est difficile de bien profiter de l'instant présent, si on n'accepte pas ça. Bon, ben, on a commencé très fort. On a fait Dieu, on a fait la mort. Bon, on va passer à table. Question un peu structurelle, mais pour toi, si on prend le thème de l'inné, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui, de manière d'ailleurs peut-être injuste, mais sont nés avec une plus grande capacité au bonheur? On dit ça de temps en temps de certaines personnes, elle a une capacité au bonheur. Et puis, par rapport au bonheur en tout cas, parfois on a l'impression qu'il y en a qui sont nés avec deux mains gauches. Est-ce que quand on pose cette question, le bonheur c'est inné, ou est-ce que même où ça peut aussi s'acquérir? Pas le bonheur, mais sa capacité. Tu sais, moi j'ai été acquériste, comme on dit, je crois le terme assez barbare, jusqu'à l'âge de 40 ans. À 40 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et à 42 ans, j'ai eu mon deuxième enfant, et c'est plutôt à 42 ans, le jour, que dis-je, la seconde de la naissance de ma deuxième fille, je ne pouvais plus rester acquériste. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, quand vous avez des enfants, donc au minimum deux, ben, à la naissance du deuxième, vous savez qu'il y a des choses qui sont innées. C'est-à-dire, ma première fille est née en beuglant. Et vraiment, mais vraiment en beuglant, une demi-heure après sa naissance, c'est moi qui étais chargé d'aller la peser. J'entends encore ces hurlements. C'était terrible, quoi. Elle avait une sorte de modèle du monde assez, alors je peux pas dire négatif parce que c'est un jugement, mais en tout cas, elle interprétait très vite, et c'est toujours le cas d'ailleurs, le comportement des autres, y compris de ses parents, avec une grande méfiance. Bon, ma deuxième fille, elle est presque née en rigolant. Mais vraiment, elle avait le sourire, et ça n'a jamais cessé depuis, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont innées. Alors, quand on dit inné, ben non, c'est à partir de quand? C'est pas forcément à partir de avant la naissance. Moi, je pense, enfin, j'invente rien d'ailleurs en disant qu'il y a des tas de choses qui se passent dans la vie intra-utérine. Et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que mon épouse et moi, comme beaucoup de jeunes parents, d'ailleurs, étions évidemment beaucoup plus angoissés avant l'arrivée de la première que de la deuxième. Nous étions un peu rodés. Donc, peut-être que ça vient de là aussi d'ailleurs. On était très détendus, évidemment, en attendant. Et comme par hasard, c'est un bébé cool. Ceci étant dit, pour bien répondre à ta question, je pense qu'on a des prédispositions, une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance, pour la joie, je dirais, mais pas vraiment pour le bonheur. C'est-à-dire, je ne pense pas que ma fille, qui a un filtre un petit peu négatif sur les autres, comme ma fille aînée, qui a aujourd'hui 4 ans, je ne pense pas qu'elle sera moins heureuse que sa sœur une fois adulte, ni même aujourd'hui, je ne peux pas affirmer qu'elle soit moins heureuse que sa sœur. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le modèle du monde de sa petite sœur est plus positif, entre guillemets. C'est-à-dire, elle voit clairement tous les bons aspects de l'existence. Ça va être tout de suite celle qui va repérer à table les bonnes choses à manger et va se jeter dessus. Elle mange tout le temps, elle rigole tout le temps. Bon. A priori, on pourrait dire, elle a une prédisposition au bonheur. Mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre le bonheur et la joie.
Et je pense même qu'il y a des personnes que l'on voit très joyeuses, et je pense que cette joie n'est pas synonyme de bonheur. Et parfois, cette joie correspond juste à un système de croyance qui fait que ces personnes peuvent croire qu'elles ne doivent pas souffrir, elles doivent absolument se tourner vers le positif. Et parfois, ça va de pair à ce moment-là avec un désinvestissement de la vie, parce que la vie exige quand même des efforts. La vie exige de travailler, et si on fuit les efforts et si on fuit le travail, à mon avis, on se retrouve tôt ou tard dans une situation où on n'est pas heureux. On peut se satisfaire de petits bonheurs quotidiens, de petites joies quotidiennes, mais c'est pas un vrai bonheur qu'on trouve dans l'être. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que certains d'entre nous soient plus prédisposés que les autres au bonheur. Pour parler de moi, par exemple, j'ai un modèle du monde qui ressemble plus à ma fille aînée qu'à ma deuxième. Tu vois, oui, ça peut sembler bizarre, je sais, mais tu vois, au cœur de ma personnalité, il y a des choses comme la peur. Et ouais, j'ai à l'origine, alors j'ai nettoyé mes lunettes, hein, ça fait 20 ans que je fais de la PNL, mais à l'origine, j'ai un modèle du monde qui est plutôt négatif, si tu veux, clairement. Ce qui veut dire que le chemin pour passer de ce modèle du monde à un qui accueille plus le bonheur ou le connaît mieux, tu le connais, tu l'as cartographié. Ah ben j'ai travaillé, ça c'est sûr. Alors maintenant, je ne peux pas affirmer que je le connais ni que je l'ai cartographié parce que y a pas une méthode pour devenir heureux. Il n'y a pas un chemin à suivre, ce serait trop facile. et chacun appliquerait la méthode et trouverait le bonheur. Non, je pense d'abord que le chemin il est personnel, et notamment personnel parce qu'on doit prendre en compte le point de départ, et qu'une fois de plus ce point de départ va être différent pour chacun d'entre nous. Donc pour certains d'entre nous, le chemin va consister dans le fait de lâcher prise sur la peur, par exemple, développer la confiance en soi, confiance dans les autres. Pour d'autres, ça va être au contraire apprendre à travailler, à faire des efforts. Pour certains, ce sera, je sais pas, lâcher prise sur le besoin de contrôler. Pour d'autres, ce sera, je sais pas moi, apprendre à s'occuper de soi, par exemple, et considérer qu'il n'y a pas que les autres, et qu'il faut aussi agir pour soi. Pour certains, ce sera cesser de croire que l'on est ce que l'on fait, par exemple, et donc peut-être moins agir et développer un sens de l'être. Le chemin est vraiment propre à chacun. Donc la première étape, si on peut parler comme ça, ou le déclencheur, ça serait quand même d'avoir une relative connaissance de soi qui nous indique où nous ne sommes pas et donc vers où aller. Complètement, oui, tout à fait. Complètement. Je n'ai même pas une relative. C'est oui. Ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes. Hein, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras. Quelle est la fin de la phrase? Exactement. Et je pense que oui, c'est vraiment un préalable. C'est fondamental. La connaissance de soi est fondamentale. Ça tombe bien parce que quand même, on est ici dans un congrès PNL où on étudie, en tout cas c'est mis dans les livres, l'expérience subjective. Et qu'il y en a pas mal que c'est l'expérience des autres qui les intéresse. Mais qu'effectivement, il y a toute une partie qui est, d'après ce que je t'entends, aller à l'exploration de soi-même, connaître vraiment la nature de notre expérience. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai passé, je sais pas, peut-être 5 ou 10 ans de ma vie à essayer d'apprendre de l'expérience des autres, tu vois, et donc à essayer de repérer chez les autres ce qui me semblait les rendre heureux pour essayer de faire pareil. Évidemment, ça marchait pas et ça pouvait pas marcher. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Non, certainement pas. Et j'ai entendu parler dans certaines traditions de quelque chose qu'ils appellent la joie sans objet. Et quand je t'entends, j'essaye de faire lien avec ce que tu dis de la joie et ce que tu dis du bonheur. Et il manque des morceaux. Tu pourrais... J'ai un peu l'impression qu'on rejoue le prophète. Ô prophète, dis-moi ce que tu penses de la joie sans objet. Écoute, moi, ce qui me vient à l'esprit quand j'entends cette formule que je ne connaissais pas, la joie sans objet, c'est précisément la joie ou le bonheur qui émane de l'état d'être. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à me former à la PNL, il y a presque 20 ans maintenant, je me souviens très bien, comme si c'était hier, d'une sorte d'angoisse que j'ai perçue,
qui était que j'avais tout à fait le sentiment que ce qui me motivait dans la vie, ce qui me poussait à agir, et ce qui était pour moi une source de plaisir, c'était le fruit de mécanismes d'ego, si tu veux. Tu vois, c'était soit pour, j'allais, je sais pas, par exemple, travailler pour gagner de l'argent et posséder des choses, d'accord? Donc c'était une source de motivation, ou pour avoir une certaine reconnaissance. Et donc j'avais bien conscience dès le début que c'était un mécanisme égotique, mais en même temps, je savais que c'était une manière pour moi de trouver une source de motivation. Et donc, mon angoisse était la suivante, je me disais, mais finalement, en suivant tous ces séminaires de PNL et autres, est-ce qu'il ne va pas y arriver un moment où je n'aurai plus besoin de reconnaissance, je n'aurai plus besoin de posséder quoi que ce soit? Mais à ce moment-là, l'image que j'avais, c'était une image de vide. Et donc j'avais la peur du vide. Donc j'étais modérément motivé à travailler sur mes névroses, parce que je me disais, mais il n'y aura plus rien après. Et je ne me voyais pas passer mes journées assis sur un banc sans rien faire, tu vois. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cet état d'être est complètement transcendant et tellement, comment dire, tellement enrichissant, que lorsqu'on parvient à atteindre cet état et à le garder, c'est ça le challenge, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin de rien. Et je pense que c'est ça la joie sans objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de causalité, hein, de cause à effet entre une action entreprise et cet état de joie, ou un résultat, ou je ne sais quoi encore, et ce bonheur. On atteint un état de bonheur sans objet. Mais loin d'être du vide, c'est au contraire quelque chose qui nous remplit. Et tu dis, on atteint ce qui présuppose qu'il y a un chemin, qu'il y a un processus. Comme tu as dit au début, ben, je me rendais compte que je cherchais des satisfactions égotiques. Bon, et alors? Et j'avais peur en plus. Donc, puisque tu es arrivé ailleurs, c'était quoi le chemin qui t'a fait dépasser tes peurs ou les confronter pour faire l'expérience de ben, le vide n'était pas très vide? Ou j'étais un chouette vide. Ouais. Tu sais, moi j'ai un métaprogramme Away From. Voilà, s'éloigner d'eux. Donc, alors c'est peut-être pas très glorieux, mais moi ce qui me motivait, c'était de me libérer de ce qui me faisait souffrir. Et donc, en l'occurrence, comme je partais de loin, il y avait une grande souffrance à la base, quoi, ça c'est clair. Quoi. Et c'est cette souffrance, honnêtement, qui me motivait à travailler sur moi. Mais une fois de plus, c'est pas forcément un modèle à suivre. Pour d'autres personnes sauront plus aller vers, ce qui est sans doute plus positif comme démarche, j'imagine. Et ils peuvent aussi trouver une motivation tout à fait positive, tout à fait saine dans cette démarche. Ben, en tout cas, tu donnes de l'espoir et du courage à tous les gens, parce que, hélas, tu n'as pas le monopole, qui ont un gros métaprogramme s'éloigner d'eux et qui sentent aussi, oui, on a tous eu cette idée en PNL qu'un métaprogramme s'éloigner d'eux, c'est quand même un peu moins chic, qu'un, ça a moins de gueule. C'est à faire, tu fais ça, c'est bien, c'est bon, derrière, et d'ailleurs, il n'y a même pas de truc derrière. Mais enfin, moi, je rencontre de plus en plus, moi compris, qui s'éloignent des choses et c'est pas très glorieux, c'est pas très joli, donc tu me dis que même nous, on a une chance. Mais non, mais c'est encourageant. Parce qu'on a vécu un peu dans ce mythe de aller vers. Et surtout pas être conscient de ce qu'il y a derrière. Donc toi, c'est tout ce dont tu étais conscient qui t'a en même temps poussé pour aller plus loin. Donc on a une chance. Tiens, mais ça tombe bien, j'ai une question sur les métaprogrammes du bonheur. Est-ce que c'est actif, proactif, passif, aller vers, s'éloigner d'eux? Qu'est-ce que ça a comme cadre de temps? Ok. C'était la question du samedi matin, ça. Je sais que tu m'aimes pour qui je suis. Écoute, tu m'aurais posé la question il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans, je t'aurais répondu évidemment tout de suite. Métaprogramme du bonheur, c'est aller vers, c'est actif, proactif, c'est un cadre du temps présent au futur.
Donc j'aurais été très affirmatif là-dessus. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins, parce qu'une fois de plus, puisque je considère que le bonheur est avant tout un état d'être, ben, l'être n'a pas de métaprogramme, puisque le métaprogramme sont finalement des éléments descriptifs de la personnalité, mais la personnalité est un faux soi, tout comme l'ego d'ailleurs. Donc je pense que, oui, quel que soit le métaprogramme, on peut être heureux. Juste une précision, un petit bémol quand même sur ce que je viens de dire concernant le cadre du temps. Je suis intimement persuadé, avec Eckhart Tolle, que le bonheur est lié à un état présent. Ça a été aussi un gros problème dans le passé, c'est que je vivais dans le futur. Ce qui est très occidental d'ailleurs, hein, cette croyance en l'avenir, dans le futur prometteur. Et donc je voulais engager des actions pour être heureux à l'avenir, même si évidemment je ne le formulais pas comme ça, c'est ce qui aurait été un peu bébête. Mais ce qui motivait mes actions, c'était de parvenir à un certain résultat qui, évidemment, allait me rendre heureux. Ça, c'est un leurre, c'est une illusion totale. Le bonheur, c'est ici, maintenant, c'est tout de suite. C'est pas le passé non plus, mais ça, bon, je vous apprends rien. Bon, en gros, ça c'est le passé n'apporte rien, et le passé n'existe plus. Tout comme le futur n'existe pas encore. Donc, oui, le positionnement dans le temps du bonheur, c'est vraiment le présent. Ouais. Donc, je souris parce que je pense que il y a certaines professions, ou même des professions de PNL, comme enseignant, coach, qui devront un peu oublier le futur. Que quand on commence une thérapie, c'est sûr que pendant un moment plus ou moins long, on vit dans le passé, oui. Et que je pense, oui, c'est un beau chemin d'arriver, sinon facile, d'arriver dans le présent. Il y a certains peuples, alors il n'y en a plus beaucoup, qui n'ont pas été pollués par le mode de pensée occidental, qui sont je pense, dans l'être et dans le présent, et sont des gens qui vivent, je pense à certains Amérindiens par exemple, et ce sont des gens qui vivent, qui expérimentent une dilatation du présent. Et c'est très intéressant, quoi. Pour eux, le passé n'existe pas, et le futur non plus. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont pas de montre, qui ne connaissent pas leur âge, ils ne fêtent pas leurs anniversaires. Et donc, en fait, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous en termes de perception. Vous savez qu'en termes de perception, on atteint la moitié de notre vie à l'âge de 16 ou 17 ans, je crois. Puisque la perception du temps s'accélère. Plus on avance oui, je suis désolé. plus on avance dans la vie, plus la perception du temps s'accélère. Et donc, en termes de perception, on est arrivé à la moitié de notre vie à 16 ans. C'est terrible. Et ça, c'est lié à un mode de pensée occidental. Et ça fait longtemps que je me dis que le secret de l'éternité, c'est la perception du temps. C'est justement être tellement dans l'instant présent qu'on peut expérimenter nous aussi, comme ces peuples, une dilatation du présent, et à ce moment-là, on vit dans l'éternité. Alors, puisqu'on a parlé d'innocence, de naïveté, de candeur, j'avais une question qui est l'innocence. Bon, je l'ai noté comme l'innocence prédispose-t-elle au bonheur? Il y a deux sens au mot innocence. Il y a un sens qui va vers candeur et naïveté, dont on parlait tout à l'heure, puis il y a un sens, bien sûr, qui est lié au fait de ne pas faire de mal aux autres. Et je pense que sur ces deux définitions, oui, l'innocence prédispose au bonheur. Je pense que, j'ai évoqué tout à l'heure, une certaine candeur, donc acceptation de l'autre, et aussi capacité à se réjouir de choses qui peuvent sembler anodines, et non pas courir après un Graal quelconque, prédispose au bonheur. Mais aussi dans le sens de ne pas faire du mal aux autres. Je pense que lorsqu'on fait du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. C'est aussi la vision d'ailleurs des Amérindiens. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes, je pense, tous reliés à un certain niveau, sans doute spirituel. Et donc je pense que oui, en effet, c'est dans l'innocence et dans une attitude positive à l'égard des autres que se trouve le bonheur. Ouais. C'est comme si tu faisais une différence entre cette attitude qui est en nous, cette espèce comme de décision d'avoir certains filtres, donc de
vraiment pouvoir poser notre expérience subjective par rapport à une hypothétique réalité objective qui dirait ouais mais je peux être mignon et innocent et tout, mais il n'y a qu'à voir autour de nous. Donc c'est pas se laisser influencer par une réalité objective qui est aussi filtrée. C'est ça? Oui, tout à fait. Tu parlais aussi de cette reliance ou du fait de faire du bien. Et c'est vrai qu'il y a, enfin je vois, il y a plusieurs notions du bonheur et on entend parfois le mot égoïste accolé au mot bonheur. Bonheur égoïste. Et j'ai retrouvé, parce que j'ai de bonnes lectures, j'aimerais me retrouver un commentaire que tu fais où tu sors de cette idée en disant mais on peut parfois se consacrer très peu de temps et trouver un grand bonheur à s'occuper des autres. Ben, oui, il y a plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, parfois, c'est surtout les journalistes souvent voient le développement personnel comme une démarche égocentrique, de riche entre guillemets. D'accord, et en tout cas égoïste. Quoi. Alors que moi je pense que c'est le contraire, à savoir que le fait de s'occuper de son bonheur, entre guillemets, et donc, pour le dire de façon plus noble, se prendre en charge pour évoluer en tant que personne, je pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'humanité, parce que l'humanité n'est rien d'autre que la somme des êtres humains qui la composent. Et si chacun de nous se donne comme objectif d'évoluer, c'est toute l'humanité qui évolue. C'est loin d'être anodin et c'est loin d'être une démarche égoïste. Et le deuxième point que tu évoquais, c'est que le bonheur se trouve aussi à un certain moment, mais sans doute pas tout de suite, en se tournant vers les autres et en aidant les autres. Et quand je dis pas tout de suite, je pense que si trop tôt dans un chemin de vie, on s'occupe des autres, ça peut être aussi un déni de soi et un oubli de soi. Et une fois de plus, en fonction des mécanismes égotiques propres à chacun, qui sont très différents d'une personne à une autre, eh bien, on peut s'occuper des autres et ne pas être dans l'être, mais répondre juste à un besoin, un besoin de la personnalité. Et donc je pense que c'est plus logique en termes de chemin de commencer par travailler sur soi, d'évoluer, trouver un certain équilibre, se libérer de son ego, et ensuite, en effet, pas rester centré sur soi. Et s'intéresser à tout ce qui nous dépasse, et notamment se tourner vers les autres. Et plutôt dans un deuxième temps. Un de mes amis, un homme que j'admire, qui s'appelle Georges Didier, dit quelque chose comme le fait que chaque personne, chaque être humain qui récupère de la conscience, donne de la conscience et guérit l'âme du monde. Et quand je t'entends, je me dis, tiens, on pourrait peut-être extrapoler et dire, chaque être humain qui récupère du terrain, si j'ose dire, sur le bonheur, de nouveau, non seulement guérit, mais rend heureuse l'âme du monde. Alors j'ai une question qui provient aussi du fait que je te connais quand même depuis un moment et je t'ai observé et tu as une capacité d'émerveillement qui est intéressante, tu regardes le monde d'une certaine manière et tout le monde n'a pas cette caractéristique-là. Est-ce que tu crois que c'est une capacité qu'on peut développer ? Oui, je pense que c'est une question de croyance. Donc les croyances, on sait bien en PNL qu'on peut faire évoluer les croyances, on peut se libérer de certaines d'entre elles et même en développer d'autres. Je pense que les personnes qui ont du mal à s'émerveiller ont sans doute une croyance que elles ont besoin d'atteindre un état... comment vous dire, soit ont besoin de posséder quelque chose d'extraordinaire, soit d'atteindre un état particulier pour se sentir bien. Et donc c'est juste une croyance, quoi. Et c'est vrai que l'émerveillement, donc la capacité de voir la beauté qui est partout et ce qu'il y a de merveilleux dans le monde autour de nous et aussi dans les êtres humains, c'est quelque chose qui ça correspond à une structure de l'attention qui peut tout à fait se développer. Et je dirais même que le simple fait d'en parler, et du coup d'en devenir conscient,
simplement en mettant notre attention autour de nous. Il y a mille raisons de s'émerveiller. Mais la plupart du temps, une fois plus dans le modèle occidental, on est conditionné par le fait de chercher l'extraordinaire. Quand je dis on est conditionné, c'est vraiment depuis notre plus tendre enfance, et en plus on est poussé dans ce sens, bien sûr par toute la société de consommation, avec ces publicités qui essaient de nous faire croire à longueur de journée que c'est en possédant tel ou tel produit qu'on sera heureux. Je crois que c'est Jacques Séguéla qui disait il faut avoir une Rolex à 50 ans si l'on a raté sa vie, ce serait quand même extraordinaire. donc tout nous pousse à croire qu'il nous faut quelque chose d'extraordinaire pour être heureux. Et donc tout nous pousse à nous détourner justement de ce qui peut nous émerveiller. Parce qu'il y aurait même un gros problème économique, d'ailleurs, si chacun de nous pouvait s'émerveiller de tout ce qui est là, parce qu'on n'aurait plus besoin de rien. Je crois que c'est Gandhi, d'ailleurs, qui dénonçait le modèle occidental, et selon lui, le modèle industriel occidental visait à créer toujours chez les hommes des besoins qui ne correspondent pas à des besoins réels. Et donc ça crée un asservissement de l'homme qui doit toujours travailler plus pour pouvoir répondre à des besoins imaginaires. Il y a une phrase que j'ai un peu oubliée, peut-être c'est pas juste la citation, mais c'est quelque chose de l'ordre de fouiller le bonheur avant qu'il ne se lasse, ou quelque chose comme ça. Et est-ce que le fait de se focaliser vraiment sur le bonheur, bon, j'allais avoir une métaphore peut-être un peu malheureuse, mais peut-être qu'il y a des femmes dans l'assistance qui se reconnaîtront, qui est de quand on se focalise vraiment sur le fait d'avoir un orgasme, en général, il part faire un tour. Et je disais, de temps en temps, c'est fou parce qu'il y en a qui font mais il y en a aussi qui disent mais finalement, est-ce que se focaliser tellement sur le fait d'être heureux, être heureux, de temps en temps, est-ce que ça fait pas peut-être un peu... C'est-à-dire, ça crée pas une tension qui fait que le bonheur, du coup, a oublié de se relaxer? C'est marrant que tu parles de tension, parce que je pense qu'il y a un lien entre un certain lâcher-prise et l'atteinte de cet état d'être, justement. Donc c'est certainement pas en se contractant et en se disant « il faut que je sois heureux, il faut que j'y arrive » que ça marchera, non, c'est clair. C'est clair. Quand on s'est parlé il n'y a pas longtemps, on parlait aussi de ce que tu faisais et tout, et ça nous amenait à faire un lien entre le bonheur et le bonheur d'écrire. Et apparemment tu fais partie de ces auteurs heureux, non pas seulement par le succès qu'ils ont, mais bien en amont, des auteurs heureux d'écrire. Il y a des auteurs souffrants. Et en tout cas de l'extérieur, tu n'as pas l'air d'en faire partie. Si tu m'as dit c'est un bonheur d'écrire, je me suis dit il y en a quelques-uns qui pourraient en prendre de la graine. Et donc, là, mais c'est vrai, il y a des gens qui souffrent aussi avec l'écriture. Et clairement, c'est pas ton cas. Non, mais je pense aussi qu'il y a des croyances, et il y a aussi un certain... c'est vraiment lié à une culture. Je crois que c'est très bien vu de souffrir quand on écrit. C'est très bien vu, et c'est vrai que c'est évidemment une question que posent souvent les journalistes. Et quand je réponds sincèrement que non, je ne souffre pas en écrivant et qu'au contraire j'ai plaisir, ils sont presque déçus. Mais vous savez, il y a en France une expression que j'ai toujours trouvée hallucinante, qui est, quand on parle de quelqu'un qui a bien travaillé, qui s'est donné à fond dans ce qu'il faisait, on dit « il s'est fait du mal ». Il s'est donné du mal. Il s'est donné du mal. Je trouve ça incroyable comme expression, parce que pour moi, quand on se donne à fond dans ce qu'on aime, on se donne du bien. Donc pour répondre à ta question sur l'écriture, oui, sachant que moi je ne fais pas partie de ces auteurs qui ont commencé à écrire étant tout petit, c'est souvent des légendes personnelles par rapport à ça. À 8 ans, je faisais déjà mon journal intime, etc. Moi, pas du tout, j'ai jamais eu de journal intime. J'ai beaucoup écrit professionnellement, mais par devoir, je n'avais pas un plaisir particulier. Donc pour moi, c'était une découverte, en fait. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, L'homme qui voulait être heureux,
Je sais que ça va peut-être vous décevoir d'entendre ça, mais je l'ai écrit par devoir, en fait, initialement. Parce que je me disais, voilà, moi j'ai eu la chance de suivre tous ces séminaires, notamment de PNL, et il y a des tas de gens qui n'ont pas accès à ces séminaires, qui n'ont pas accès à ces enseignements. Et je trouvais ça presque égoïste de garder ça pour moi. Je me dis, à un moment donné, il faut retransmettre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait. Et en écrivant, j'ai découvert le bonheur que c'était d'écrire, tout comme j'ai découvert d'ailleurs que écrire, et notamment sous forme de roman, permet de faire passer des messages, peut-être même mieux que par oral. Et donc pour moi, tout ça, c'était une découverte. Et c'est vrai que maintenant, écrire me met dans un état assez étonnant. Parfois je me mets à écrire à 11h du soir, et je me dis, bon allez, je suis crevé, mais je vais m'y mettre juste 5 minutes. Et à 2h du match, je m'oblige à arrêter parce que je sais que je serai naze le lendemain. Mais en fait, ça me nourrit, ça apporte une énergie assez incroyable. Alors, pourquoi des romans alors que tu aurais pu écrire des essais, des manuels de bien-être, je sais pas moi. Écoute, quand on écrit, parce que j'ai hésité à un moment donné, pour moi un essai ou un guide vise à présenter ou transmettre des idées. Et en fait, j'ai un peu le sentiment que la plupart des gens ne sont pas tellement intéressés par les idées des autres et que c'est pas évident de convaincre, en tout cas, en exprimant ces idées. Et donc la force du roman, évidemment, c'est d'associer aux idées les émotions. Et donc, c'est mental plus émotionnel, si tu veux, ça déménage un peu plus que mental tout seul. Au-delà de ça, si tu veux, je crois, bah, évidemment, en tant que PNListe, je crois au pouvoir métaphorique du roman, tu vois, de l'histoire, parce que, évidemment, quand on crée un roman, même simplissime comme L'homme qui voulait être heureux, parce que pour moi, c'est pas un roman, c'est une petite parabole, c'est un petit conte, hein, L'homme qui voulait être heureux, mais néanmoins, le fait de créer des personnages, je crée des personnages dans lesquels évidemment le lecteur peut se projeter. C'est pas très dit. Et oui, et donc évidemment il va apprendre de manière métaphorique beaucoup mieux que si je lui tiens un discours moralisateur sur comment être heureux, quoi, tu vois. Donc je pense que ça a un impact plus grand. Puis ça permet aussi de désamorcer les éventuelles objections qui, comme par hasard, apparaîtront dans l'esprit du protagoniste, ce qui permet de les traiter. Alors quand on expose des idées, bah, tu ne peux pas désamorcer les objections du lecteur. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis aussi, évidemment, j'intègre dans mon écriture, mais je pense que ceux qui ont lu mes livres l'ont vu, j'intègre évidemment des principes de PNL, et notamment le principe de synchronisation, tu vois. Dans la mesure où j'ai fait le choix d'écrire pour le grand public et pas pour mes pairs, évidemment, je vais chercher les gens là où ils se trouvent. Et donc je vais avoir des personnages qui se trouvent au niveau de développement, entre guillemets, hein, et sans que ce soit péjoratif, mais au niveau de développement de mon lecteur présumé, quoi. Et donc je vais partir de là où il se trouve pour l'emmener là où je veux l'emmener. Donc en fait, le roman offre toutes ces possibilités, et ce sont des possibilités qui sont beaucoup plus vastes que celles offertes par un guide ou un essai, enfin, je pense. Bon, ça fait un peu... enfin, tu vas voir comme question, c'est comment trouves-tu ton inspiration? Eh bien, en fait, d'abord, d'abord, j'ai pas écrit 15 livres, hein, je suis sur le 3e, donc je ne peux pas forcément généraliser. Mais pour l'instant, en tout cas, je pars des idées que j'ai envie de transmettre. Donc, je pars des messages que je veux faire passer. Donc, je choisis un thème, des messages, et après les idées d'histoire me viennent, mais c'est quasiment ce qui est le plus facile. En fait, l'histoire vient comme ça. Par contre, pour répondre précisément à ta question, comment je trouve l'inspiration, j'ai découvert que c'était certainement pas en restant assis devant une feuille blanche ou un écran blanc. La créativité, pour moi, c'est un peu lié à un flux, que ça doit couler. Et donc, je peux pas avoir des idées en étant immobile. Donc c'est beaucoup en marchant dans la nature, ça peut être sous la douche ou sous le flux de l'eau, mais c'est en aucun cas en restant assis. On peut pas forcer les idées, ça marche pas.
Donc ensuite, moi j'utilise beaucoup, consciemment ou pas d'ailleurs, mais sans doute un peu consciemment, la stratégie de Disney mise en évidence par Robert Dilts. Hein, où Dilts avait montré que Disney, dans sa créativité, en fait, avait différentes phases qu'il séparait aussi bien temporellement qu'au niveau du lieu, puisque il y avait une première phase qui était la phase dreamer, donc de rêveur, où Disney s'autorisait à rêver, à partir dans des délires, sans chercher à savoir si c'était réaliste ou pas et s'il offrait quelque chose. Et donc il s'autorisait à vraiment partir comme ça et noter tout. Et c'est seulement dans un deuxième temps, mais séparé du premier moment, et aussi dans un autre lieu, qu'il regardait ces idées qu'il avait notées, et il regardait par rapport à ça lesquelles étaient réalistes, vraiment, lesquelles pouvaient être exploitées, en l'occurrence dans un dessin animé. Et dans un troisième temps, ensuite, il allait dans une position critique en se disant qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher, être mal interprété, pas faire d'effets à l'écran, etc. Ça, j'utilise beaucoup ça, notamment par rapport au fait de ne pas me brider dans la phase dreamer, quoi. Et donc vraiment, je m'autorise à partir dans des délires et je m'interdis de juger mes idées. Et c'est vraiment dans un deuxième temps où je vais voir est-ce que cette idée elle tient la route ou pas, est-ce que c'est crédible, est-ce que tel personnage, on va croire à sa démarche, est-ce que ses motivations sont sincères et justifient le comportement que je vais lui donner. Donc c'est vraiment dans un deuxième temps. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui lui aussi aurait envie d'écrire? Je dis pas aurait envie d'être publié, ça devient un autre débat. Mais quelqu'un qui aurait envie d'écrire, tu lui donnerais quoi comme conseil? Eh bien, je crois que mon conseil serait d'abord de se poser la question du pourquoi. Et donc, pourquoi aurait-il ou aurait-elle envie